On pensait juste analyser les résultats des élections européennes et puis Emmanuel Macron annonce la dissolution. L'arrivée au pouvoir du Rassemblement national n'est pas inexorable. Réunion de crise, qu'est-ce qu'on fait du coup pour couvrir cette actualité ? On est reparti en reportage le soir du premier tour des élections législatives. Je comprends le rabattement ce soir, c'est normal, enfin ils se sont pris une gifle électorale. Il y a une question qui tourne en boucle, c'est le RN va-t-il obtenir la majorité absolue ? Ouvre la porte à une potentielle coalition gouvernementale, sauf que après la suite, du coup vous la connaissez. À cette situation s'ajoute une fièvre qui s'est emparée ces dernières années du débat public et parlementaire dans notre pays. Un désordre qui, je le sais, vous inquiète, parfois vous choque, et auquel je n'entends rien céder. Or aujourd'hui, les défis qui se présentent à nous, qu'il s'agisse des dangers extérieurs, du dérèglement climatique et de ses conséquences, ou des menaces à notre propre cohésion, ces défis exigent la clarté dans nos débats, l'ambition pour le pays et le respect pour chaque Français. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire. Parlons. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Un peu une douche froide cette dissolution, parce que très honnêtement, j'ai peur de ce qui peut arriver du coup le 30 juin et 7 juillet, il a dit. Mais là, de toute façon, il faut que la gauche s'allie pour qu'on ait les sièges qu'on avait eu avant. Il y a certaines communes où c'est cette alliance qui a permis de faire gagner les élections. Donc il va falloir continuer comme ça. Emmanuel Macron vient de se tirer une balle dans le pied. Le fait de dissoudre l'Assemblée, ça ne va faire que de gagner des députés en plus. Enfin, une bonne décision de notre président de la République. Enfin, c'est la première en 7 ans. On a l'impression qu'il a retrouvé la tête, il a retrouvé ses esprits. Ça fait plaisir. La raclée, ni plus ni moins, qu'il vient de se prendre aujourd'hui est exceptionnelle. Jordan Bardella a fait le plus du double du score de sa candidate Valérie Ayé. Il était obligé d'en prendre les conséquences et je pense que c'est une très bonne décision. Et en avant pour les législatives maintenant. C'est l'occasion pour nous de faire l'union maintenant, tout de suite, de toute la gauche. Mais en fait, on a une responsabilité historique, tout le monde en est conscient. Donc, puis on se connaît tous en fait, on se fréquente tous, on fait tous les manifs pour la Palestine ensemble, on a fait les retraites ensemble. On sait très bien qu'on est prêt à gouverner ce pays ensemble. Maintenant, j'espère aussi que, en réalité, les chefs de parti vont réussir à s'entendre. Mais pour ce qui est des écologistes, je leur fais confiance et je me fais pas de soucis. Ça, c'est la une confectionnée du coup le lendemain soir de l'annonce de la dissolution. Donc le 10 juin au soir, le lundi 10 juin au soir est confectionnée cette une qui paraîtra du coup le lendemain matin. Après le choc provoqué par le score du RN et la dissolution de l'Assemblée, la gauche doit s'unir pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Une responsabilité historique et donc cette une, faire front populaire. Et donc le soir, la veille au soir du coup de la publication de cette une, était venu notamment Paul Quignot, directeur délégué de la rédaction, ici à mes côtés en stream. Libération, ça fait partie de son histoire, est un journal qui a toujours combattu le Rassemblement national. Et donc on va continuer à mener ce combat. C'est un combat culturel, c'est un combat politique, mais c'est un combat qui passe aussi par le journalisme. Mais on va surtout essayer d'expliquer que les électeurs qui pensent trouver une porte de salut à leurs soucis quotidiens en votant Front National se trompent, parce que notre conviction, on va évidemment, on l'argumente en permanence, notre conviction c'est que ces gens-là, les gens qui sont en difficulté, seront les premières victimes de la politique du Front National si jamais il arrivait au pouvoir. Et donc à ce moment-là aussi,
Du coup, à partir du lundi, du mardi, se lance complètement la campagne électorale des élections législatives qui vont donc se dérouler quelques semaines très rapidement en fait après. Une campagne hyper intense et avec des moments mémorables, que dis-je, des classiques. Il faut un cap clair. On ne va pas refaire la NUPES là. Hein, il y a une inversion des rapports de force. Et une réinversion des rapports de force. Ok. Je suis en tête à gauche. Donc voilà les conditions. Alliance avec Marine Le Pen, clairement, c'est ce que vous nous annoncez? Une alliance avec le Rassemblement national est menacée par l'alliance honteuse des Insoumis. Honte à oui, vous. Oui. Vous ne méritez pas le nom qui est inscrit sur votre madame. Qu'est-ce que vous faites dans votre bureau? Travail. Les Républicains aujourd'hui ont voulu laver leur honneur, qui avait été sali par M. Ciotti. Pardon, mais si vous barricadez, vous allez faire quoi? Bah écoutez, on appellera le SAMU, je sais pas. On appellera Jordan Bardella pour le sortir de son bureau. Voilà. Est-ce que c'est l'échec de la lutte? Nous l'avons fait, nous avons réussi à nous mettre d'accord sur... En tant que citoyen, que ce soit vous, que ce soit moi, il faut se battre au quotidien pour que ça se reproduise pas et pour que le RN ne passe pas. Nous, à Libé, pendant toute cette séquence, cette campagne électorale, on a décidé aussi d'aller sur le terrain. On a décidé d'aller finalement dans différents endroits de France pour faire des reportages auprès de militants de gauche, d'élus locaux aussi, et puis des citoyens finalement, puisqu'on a voulu observer des situations et des réalités locales. Comment ça s'est passé ? Après 2 manifestations de militants d'extrême droite suite à une proposition d'ouverture d'un centre d'accueil de réfugiés, une récupération politique du parti d'Éric Zemmour, Reconquête. Comment Callac, une ville bretonne historiquement de gauche qui a donné la 2e place à Jean-Luc Mélenchon au premier tour des présidentielles en 2017, comment Callac a propulsé Bardella en tête des européennes avec 32,94% des voix dans la ville. Vive la République et vive la France. Callac a suivi la montée nationale du Rassemblement national. Si on continue à recevoir des vagues comme à Paris et tout, à un moment donné, le manque de sécurité arrivera. Hein. Et le projet Horizon a foutu le bordel, voilà, pour parler clair. Alors du coup on y est, pour demander aux habitants, est-ce que Callac, c'est devenu une nouvelle terre du Rassemblement national? Le grand classique, c'est pute à nègre. J'ai peur du RN, je sais moi ce qu'il y a derrière. Ce que j'espère, c'est que la démocratie gagnera dans tout ça. Le marché de Callac, c'est le mercredi matin. Il fait pas si froid que ça, et il fait même plutôt chaud. Ça m'a permis de rencontrer pas mal de personnes qui voulaient bien me parler du résultat aux européennes. À commencer par l'adjoint au maire, Patrick Morset. Oui, bonjour, c'est M. Morset. Je pense qu'il y a eu un message de donner aussi au gouvernement avec la politique de Macron. Hein, les gens en ont ras-le-bol de cette politique. Donc ils ont envoyé un message et il faut savoir qu'il n'y a eu que 50% des électeurs qui se sont déplacés aux urnes. Donc à Callac. J'ai aussi rencontré une habitante de Callac, Sylvie Lagrue. Elle vit ici depuis 40 ans. La montée du Rassemblement national, c'est aussi on est dans un secteur très rural. Et parmi un des secteurs les plus pauvres de Bretagne, donc avec beaucoup d'agriculteurs, et on a vu la crise de l'agriculture, ils se sentent, ils ont du mal à venir à bout de leurs contraintes financièrement et tout, ils se sentent stigmatisés plus ou moins par les écologistes, donc je pense que c'est surtout dû à le secteur où on se trouve. Alors pour comprendre ce que nous explique Sylvie, il faut qu'on pose un peu de contexte. Je voudrais vous parler un peu de Callac. Callac, c'est une ville qui est pas très grande, hein. Il y a à peu près 2200 habitants. Et puis, quand on s'y balade et qu'on discute avec les gens, on se rend compte que malgré une belle activité économique, il y a quand même quelques commerces qui ont fermé. Une pâtisserie, une maison de la presse, un magasin d'électroménager. Le taux de chômage est d'à peu près 18%, ce qui en fait l'un des bassins les plus pauvres en France. Alors est-ce que ça suffit à expliquer la montée du vote RN dans cette ville ?
Si on en croit Lionel, un Parisien qui vient à Callac 2 fois par an depuis 40 ans, il y a une autre raison. Il y a le problème de la sécurité et tout, que je pense que les gens quand même prennent conscience. Parce que bon, moi j'ai des amis bretons qui me disaient, est-ce qu'il reste encore des Français à Paris? J'ai dit, maintenant, ils peuvent se poser la question le jour où ça arrivera ici. Les problèmes de sécurité, vous en vivez directement à Callac? Pas pour le moment. Pas pour le moment, mais si on continue à recevoir des vagues comme à Paris et tout, à un moment donné, le manque de sécurité arrivera. C'est normal, puisque s'ils ne sont pas occupés, ils sont oisifs, ils sont... Alors là, je vous fais une pause parce qu'il faut que je vous raconte quelque chose. Pendant que je faisais cette interview, je voyais dans le coin de l'œil une dame qui semblait fulminer en nous écoutant. Une fois l'échange terminé, elle est revenue me voir. Ouais. Que ça m'agace, que c'est de la pure propagande, qu'on donne une vision de Callac complètement rétrograde. Elle est bretonne, habite à Saint-Nicodème, juste à côté de Callac, et elle a accepté de répondre à mes questions en anonyme. C'est un peu représentatif, mais bon, c'est réducteur, lui, il dit les choses. Maintenant, la vie n'est pas si épouvantable que ça ici, et nous, on est accueillants, et le projet Horizon a foutu le bordel. Voilà, pour parler clair, projet Horizon a foutu le bordel. Moi, j'étais pour, absolument pour. Mais peut-être ça n'a pas été bien compris. Et puis surtout, il y a Reconquête qui a pris la main là-dessus et qui a monté la tête à plein de monde. Ah oui, il faut que je vous parle du projet Horizon. En 2022, le maire de la ville, Jean-Yves Roland, d'Hiver Gauche, souhaite accueillir des familles de réfugiés dans Callac. L'objectif, c'est créer des hébergements, mais aussi un théâtre, un cinéma, un tiers-lieu dans le grand bâtiment de l'ancienne école de Saint-Laurent et d'y embaucher les exilés et des précaires. Mais le projet arrive aux oreilles de l'extrême droite. La réalité de l'immigration de peuplement qui est un véritable fléau. À l'appel notamment du parti Reconquête d'Éric Zemmour, il y a eu des manifestations sous les fenêtres de la mairie et en réponse des contre-manifestations. Certains ont reçu des menaces de mort, comme Sylvie Lagru, à qui on parlait plus tôt, et qui fait partie d'un petit groupe de bénévoles qui s'occupe des familles de réfugiés dans Callac. Oui, on reçoit des lettres anonymes, on cite notre nom devant 300 personnes et on se dit que, là-dedans, il y a peut-être un cinglé qui vu qu'on peut trouver nos coordonnées, il y a peut-être un cinglé qui va venir brûler notre maison comme à Saint-Brévin. Mais bon, quand on a des valeurs, on les défend et on ne s'arrête pas à ce genre de choses. Surtout Callac a un passé de résistance et voilà. Donc nous, il n'était pas question de baisser les bras devant ça. Et finalement, début 2023, le maire de Callac abandonne le projet. À Callac, il y a une personne qui s'est battue pour l'ouverture de ce centre d'accueil de réfugiés et contre la récupération politique de Reconquête et de l'extrême droite. Elle s'appelle Laureline Inderbidzine, elle était adjointe au maire avant d'être démise de ses fonctions. Elle a aussi reçu des menaces à cette période. Le grand classique, c'est pute à nègre. Tu pars en Afrique avec les gens que tu aimes, des choses comme ça. Tes parents auraient dû avorter, ta mère aurait dû avorter, des choses comme ça. Clairement, il y a eu une campagne de peur. On a fait peur aux gens. Pendant 1 an, on a eu une campagne sur le terrain de l'équipe Reconquête qui a clairement terrorisé la population. Je me souviens d'une fois, un tractage sur le marché, l'équipe Reconquête qui était en train de prendre à partie une dame en leur disant « Mais madame, est-ce que vous voulez vous faire violer par un migrant ?» Ce genre de discours est complètement surréaliste, mais sur le terrain, finalement, à force d'entendre ce genre d'idiotie, les gens adhèrent petit à petit à cette théorie. Nous avons actuellement 6 familles de réfugiés qui sont accueillies sur la commune de Callac. Ces personnes sont intégrées, elles font partie des associations locales, les enfants vont à l'école. Il y a une intégration qui semble tout à fait correcte. On a 0 incivilité liée à cette population accueillie sur le territoire. J'ai du mal à comprendre comment cette théorie-là, que l'immigration serait à l'origine de l'insécurité, puisse prendre racine à Callac, puisque c'est absolument le contraire. Clairement, l'équipe municipale d'Hiver Gauche, en abandonnant le projet Horizon, a clairement laissé entendre que les combats sur le terrain de Reconquête étaient légitimes. C'est-à-dire que l'équipe actuelle de gauche a laissé la place à l'extrême droite. 1 an et demi après l'abandon du projet, certains habitants ont pris de recul. Comme François, il est calacois depuis sa naissance. Et il y a aussi
Le problème que nous avons rencontré, ou l'expérience qui a été mal vécue avec le projet Horizon, où on a été mal informé et on n'a surtout pas demandé son avis à la population. Si l'avis aurait été demandé à la population avec beaucoup plus d'explications, peut-être que ça aurait été peut-être mieux accepté. Callac habituellement est une ville de gauche, démocrate, et je pense que comme il y a eu un manque d'information et que le projet a été relayé par certains partis, les choses peut-être ont été grossies, peut-être amplifiées, ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec un vote un peu particulier à Callac. Mais je pense que ce vote ne représente pas l'esprit de la population de Callac. Callac est une ville ouverte, sympathique, accueillante. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, à Callac on espère quoi pour les législatives? J'attends que M. Bardella passe avec une majorité pleine et que les gens prennent conscience que, au moins, peut-être que on arrivera à faire bouger un petit peu cette Europe, hein, qu'on subit plutôt qu'on ait tous les avantages. Voilà. J'ai peur, c'est tout. J'ai peur du RN. J'ai peur du RN. Je sais, moi, ce qu'il y a derrière. Parce que quand ils seront là, on aura des mauvaises surprises et on ne pourra plus après revenir en arrière. Les résultats des européennes a eu un effet finalement d'électrochoc pour beaucoup de personnes. Clairement, le Centre-Bretagne n'est pas une terre d'extrême droite, bien au contraire, c'est une terre solidaire, fraternelle. Je ne pense pas que le Rassemblement national pourra obtenir suffisamment de voix pour voir René Luth, donc candidat au Rassemblement national, être élu député. J'ai du mal à y croire. Je pense que le Front de gauche va encore gagner ces élections, hein, et il va avoir une mobilisation qu'on puisse répondre à notre population sur leur pouvoir d'achat et tout ça. Ce que j'espère, c'est que la démocratie gagnera dans tout ça et qu'il fera toujours bon vivre en France et à Callac. Et qu'une forme d'apaisement s'installera. Voilà. Je ne comprends pas qu'il y ait du Front National et tout. Même dans des terres historiquement de gauche, le Rassemblement National gagne du terrain. Parce que les gens, ils sortent pas, ils sont ancrés dans leur machine, dans leur téloche. Bourrage. Dans les zones rurales, le parti de Jordan Bardella et Marine Le Pen fait des scores de plus en plus importants. Nous avons eu premièrement la fermeture des mines, deuxièmement nous avons eu l'échec des entreprises de reconversion. On s'est rendu dans une petite commune de campagne du sud de la France, complètement désindustrialisée. C'est toujours pareil, c'est toujours la même routine. Il n'y en a que pour les gros et les petits qui sont en fait. Cette ville historiquement communiste résiste à l'extrême droite, alors que tout le département, ou presque, a déjà basculé vers le Rassemblement national. On a voulu comprendre pourquoi ces Français font encore confiance à la gauche. Je viens d'arriver dans une des communes les plus pauvres de France. Je suis à La Grand-Combe, dans le Gard. Dans les années 60, ici c'était une grande cité minière, il y avait plus de 14 000 habitants, une grosse activité économique, sauf que depuis les mines elles ont fermé. Aujourd'hui à La Grand-Combe, il y a plus que 5 000 habitants environ, et surtout un taux de chômage de plus de 40%. Pour bien comprendre l'évolution de La Grand-Combe, je suis d'abord allé voir l'ancien maire de la ville, membre du Parti communiste. Il s'appelle Patrick Malavieille, ou Mala pour ceux qui le connaissent, c'est-à-dire presque tout le monde. C'est une commune que j'habite depuis 1964. J'ai occupé les fonctions de maire pendant plus de 30 ans. Je lui ai demandé pourquoi ici rien ne semble enrayer le déclin économique de la ville. Nous avons eu premièrement la fermeture des mines, deuxièmement nous avons eu l'échec des entreprises de reconversion, et donc aujourd'hui c'est ça qu'il faut regarder. Quand on explique à longueur de journée que vos problèmes viennent de vos voisins qui sont d'origine étrangère, ça finit par entrer par les têtes. Or, par exemple, si je prends La Grand-Combe, ce ne sont pas les étrangers qui prennent le travail aux Français d'origine, comme on dit. C'est tout simplement des politiques publiques qui n'ont pas été au niveau. Plusieurs projets ont quand même vu le jour ces dernières années à La Grand-Combe. Par exemple, l'installation d'un centre d'insertion vers l'emploi, ou encore l'arrivée d'une maison médicale.
Pour l'ancien maire, c'est assez clair, les conséquences de ce travail politique de terrain se retrouvent dans les urnes. L'électorat local reste fidèle à la gauche jusqu'à présent. Le Parti communiste est arrivé en tête ici lors des élections européennes avec 29%. La présence de Patrick Malavieille sur la liste a forcément joué. Le député sortant, ici réinvesti par le nouveau Front populaire pour les législatives anticipées, est insoumis. Mais c'est la dernière circonscription à gauche du département. Et ça, forcément, ça inquiète l'ancien maire et ceux qui le soutiennent. Là, d'ici dimanche, il faut voir les jeunes. Hein. Mais je les vois tous les jours, je leur dis. Et là, qui disent « Oh, mais je m'en bats les couilles, je vote pas. » Je dis « Mais c'est dans l'intérêt et dans l'intérêt de tous. Ouais, ça m'apporte rien, moi. » Je dis « Mais ça fait rien, va à l'urne. » Comme tu regardes le Champ-Crozon, le Pradel, des petits patins, c'est le RN. C'est le RN. Parce que les gens, ils sortent pas, ils sont là-bas, hop. Ils sont ancrés dans leur machin, dans leur téloche. Bourrage. Ils leur mangent le cerveau avec une paille. Les grands combiens que j'ai rencontrés sur le marché m'ont confirmé la très grande popularité de leur ancien maire. C'est un des facteurs du succès de la gauche ici. Mais ils l'expliquent aussi par l'importance du passé minier de la ville. Selon eux, cette époque a ancré des valeurs d'entraide et de solidarité entre les habitants. C'est toujours pareil, c'est toujours la même routine. Il n'y en a que pour les gros et les petits qui sont en enfer. Et ici, je pense que ce qui est fort, c'est qu'il y a une espèce de solidarité et puis que les gens fonctionnent ensemble. Je ne comprends pas qu'il y ait du Front National et tout. Moi, je suis sûr que je discute avec des gens qui sont sûrement extrême droite, etc. Mais il y a une espèce de tolérance, en tout cas, j'ai l'impression. Une chouette tolérance et une chouette mixité entre tous. Parce que moi je suis allé à l'école avec à l'origine des Algériennes, il y avait des Polonais, parce qu'avec les mines il y avait des Polonais, il y avait des Italiens, il y avait des Portugais, il y avait des Espagnols, il y avait des Algériennes, et tout le monde s'entendait. Non, l'immigration, bon, il y a des problèmes, mais c'est pas le problème majeur. Moi ça me cause aucun problème. Hein. Vous savez, l'immigration, mais on me dit bonjour, je dis bonjour. Hein. Moi j'en ai connu à côté de moi. Et j'aime beaucoup ici parce que c'est très international, vous voyez, des Kabyles, des Arabes, des Juifs, des Gitans, il y a même des Français, des survivants des mines. On est un pays de mines avec des immigrés, avec tout un ensemble de choses de fait que ça trouve a été la gauche à la grande sombre. Dans cet ensemble de choses qui font que la Grande Combe reste un fief communiste, il y a donc la culture minière et puis la proximité et le travail de terrain des élus. Mais il y a aussi autre chose dont m'a parlé l'ancien maire, un tissu associatif très important. La Grande Combe compte près de 80 associations. Alors avant de quitter le Gard, je suis allé voir Mathias Flank. Il fait partie de plusieurs assos et il en a récemment fondé une nouvelle. Du coup, la Combine, c'est notre lieu associatif convivial aux multiples facettes qu'on a ouvert il y a un petit peu plus de 2 ans. C'est une asso dans laquelle on fait plein de choses différentes. Il y a des activités hebdomadaires et mensuelles et il y a des événements plus ponctuels. Un des enjeux du lieu, c'est d'être un endroit convivial. Tous les mercredis, on fait une cantine. Nous, ça nous permet de faire rentrer un peu des sous dans l'asso, mais c'est beaucoup aussi pour générer un endroit un peu sympathique, chaleureux, où les gens peuvent se rencontrer, c'est l'occasion de discuter. C'est toujours le bon moment pour croiser du monde. Je cherche un artisan, ou je cherche quelqu'un qui a telle compétence, ou rencontrer du monde, ou venir se faire des amis, enfin voilà, de la convivialité quoi. C'est ici la cantine, ouais. C'est quoi l'intérêt de créer un lieu comme ça et de le laisser ouvert aussi un peu à tout le monde? C'est de faire vivre les vallées, de faire vivre les territoires sur lesquels on est, et créer des endroits où justement on peut partager des choses, on peut créer des activités, créer des événements. Ce tissu associatif contribue à l'entraide et à la création de liens entre les habitants. Il permet lui aussi de faire perdurer cette tradition du vivre ensemble, héritée de l'époque minière. Je sais qu'il va falloir encore fournir beaucoup d'efforts, apporter beaucoup d'arguments, mener beaucoup d'actions pour continuer à convaincre et vaincre ce fléau que représente le Rassemblement national. Ok, me voilà tout juste arrivé à Gennevilliers.
là où la France Insoumise a fait un score électoral de plus de 50% lors des élections européennes. C'est d'ailleurs justement pour ça qu'on est venu ici, pour essayer de comprendre quelle est la recette de cette gauche pour faire un score électoral aussi important, parce que ça dure depuis plusieurs années déjà, d'autant plus que le Rassemblement national est arrivé très très loin derrière lors des élections européennes avec un score d'un peu plus 10%. Et donc pour comprendre tout ça, on va aller rencontrer plein d'acteurs de terrain et pour commencer, on va aller voir Monsieur le maire Patrice Leclerc. Donc là nous sommes dans le quartier des Agnettes, qui est un quartier avec 98% de logements sociaux. Donc il y a ici une des populations les plus pauvres de Gennevilliers. Et c'est un quartier où le RN fait un score un peu plus élevé que les autres quartiers, mais beaucoup moins qu'au niveau national, puisqu'il doit être à 16%. Et pourtant, dans les années 80, le Front National faisait des scores de plus de 20% ici. Il y a eu de notre part des modifications de nos activités politiques, tenant compte de cela, non pas pour aller dans le sens du RN, mais justement pour aller dans le sens de se dire qu'il faut que toute la population soit fière de sa ville. Alors concrètement, ça s'est illustré par un renforcement des services publics. Par exemple, à Gennevilliers, il y a 3 espaces socio-culturels, des endroits d'échange et de rencontres. Résultat, alors on voit que c'est assez agréable. Il y a aussi 9 écoles élémentaires, dont une reconstruite tout récemment. On est une ville aussi qui fait la démonstration que quand on met des moyens là où il y a besoin, le plus de besoin, ça marche, et c'est mieux que de disperser la pauvreté pour pas qu'on la voie, mais de faire en sorte que les gens souffrent en silence dans leur coin. Est-ce que l'on a des politiques publiques qui rendent les gens fiers d'eux-mêmes? Parce que je pars du principe que la dignité humaine, c'est ce qui permet de s'ouvrir aux autres. Et plus on tape sur des gens, plus on les humilie, plus il y a du ressentiment, plus on se replie, plus il y a de la haine de soi et de la haine de l'autre. Patrice Leclerc sait que tout n'est pas tout rose pour autant à Gennevilliers. Par exemple, la ville connaît encore des épisodes de délinquance et de rixe entre bandes rivales. Tué de plusieurs coups de couteau lors d'une bagarre entre adolescents de la cité du Luth à Gennevilliers et celle des Courtilles à Asnières. Ah ouais, tranquille. On passe en première. Très bien. Voilà. Donc tout va bien. Pour le meilleur des mondes. Allez, bonne journée. Pendant ma visite du quartier des Agnettes, le maire m'a aussi parlé de la tradition de lutte, très présente à Gennevilliers. Comme lorsque des habitants se sont mobilisés et ont manifesté pour faire venir des enseignants supplémentaires. La lutte aide à ne pas renvoyer le problème sur les autres et à développer de la haine de soi parce qu'on se replie et de la haine de l'autre ensuite. Les luttes permettent plutôt de développer de la solidarité, de l'interconnaissance et d'avancer. Mais lors des élections, l'abstention reste très importante à Gennevilliers. Elle a atteint 56% lors des européennes, nettement au-dessus de la moyenne nationale. L'abstention avait même empêché la députée Elsa Faucillon d'être élue dès le premier tour lors des législatives de 2022. Elle avait largement remporté le second tour face à la candidate macroniste. Il y aura une réélection au niveau européen ? Non, en France, pour l'Assemblée nationale, vous savez. À Gennevilliers et ses alentours, les équipes militantes de gauche sont très présentes sur le terrain pour informer sur ces législatives anticipées et pour convaincre. Parce que là, vous avez été voté aux européennes ? Oui, mais je l'ai dit au monsieur, je m'excuse de vous dire ça, j'ai voté pour Le Pen. Vous avez voté pour Bardella. Pourquoi vous l'avez fait, vous ? Ben, je l'ai fait parce que j'estime que je me dis peut-être qu'on aura quelque chose, ou je sais pas. Moi, ce que je peux vous dire, parce que j'en ai vu des députés RN en face de moi, sur la question sociale, ils sont à la ramasse. D'accord ? Quand on a proposé d'augmenter le SMIC, ils ont voté contre. Voilà. Quand il y a des lois qui, justement, veulent favoriser le pouvoir d'achat, en fait, à chaque fois, la seule chose qu'ils ont à dire, c'est de pouvoir parler des étrangers. En fait, ils font semblant de s'intéresser aux travailleurs français, juste pour pouvoir parler des travailleurs étrangers. Moi, j'ai un fils étranger. Mais je vais vous dire que c'est vrai qu'ils ont laissé rentrer. Alors, on leur paye les loyers. On leur donne. Madame, on leur paye rien. On leur paye rien. Non. Je ne sais pas si elle va le faire, si elle va voter pour toi. Elle l'a dit. Oui. Elle a dit je vais voter pour vous. Ouais. Je pense qu'elle a été convaincue parce que ce qui l'a préoccupé, c'était ma retraite. Ma retraite à moins de 800 € et que nous, on réclame bien entendu le minimum. Hein? Bon, non, c'est très bien qu'elle t'ait parlé. La grosse mobilisation sur le terrain des militants de gauche explique aussi que leurs idées infusent particulièrement bien ici. Je vous laisse. Lors de mon reportage à Gennevilliers, je n'ai pas vu les affiches des autres partis politiques, ni leurs équipes. On finit là-bas le pâté de maison, là. Le bout de Beaumarchais, là. Ouais, le bout de Beaumarchais. Lénine, je sais plus. Ouais. Voilà, et elle fait partie du Front populaire. Il faut être sur place, bien sûr les réseaux sociaux existent, mais il faut être sur place et puis comme vous l'avez vu,
discuter avec les personnes à partir de leurs préoccupations. Pas les Français comme nous autres. Oui. Mais ça veut rien dire. Par exemple, Ça veut rien dire. Moi, je suis d'origine immigrée, d'origine italienne. Mais oui. Toi, ça se voit un peu. Un petit peu. Vous avez vu comment elle est avec moi? Bonjour. Pour les élections législatives, les gens, ils ont une vue aussi de la politique et de ceux qui font la politique très éloignée. Parce que c'est vous que ça regarde aussi, qu'ils fassent le lien entre les politiques, la politique et des gens qui vivent comme eux dans les mêmes quartiers et que ça, c'est fondamental. Parce que les gens, ils ne se désintéressent pas du tout de la politique. C'est la politique qui se désintéresse. Voilà, ça c'était nos 3 grands reportages du coup qu'on a fait pendant cette campagne électorale avant le premier tour des élections législatives. Et puis en plus de ces reportages, on a fait des streams ici sur Twitch. Certains d'entre vous étaient peut-être là. On a fait des streams sur Twitch pour parler notamment du programme et des idées du Rassemblement National. On a parlé d'immigration, on a parlé des droits des femmes et puis on a parlé aussi des partis amis du Rassemblement National qui sont déjà arrivés au pouvoir dans leur pays pour un peu pouvoir imaginer voilà, ce que ça pouvait donner un parti d'extrême droite à l'exercice du pouvoir. Ces gens n'ont pas le fascisme en ligne de mire, ils ne le connaissent pas. Ils ont juste une vision très autoritaire et xénophobe de la société. Ouais. C'est-à-dire qu'en France, il n'y aura plus de débat sur le fait d'avorter ou non. On peut réduire les semaines, on peut enlever le déremboursement, comme je disais tout à l'heure, on peut interdire aux mineurs d'avorter. En fait, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer autour de ça. L'idée de vendre aux Français que la suppression du droit du sol, ça fera arrêter l'immigration, et c'est d'une absurdité totale. Et puis, après ces streams, après ces reportages, on est reparti en reportage le soir du premier tour des élections législatives. On est allé vivre cette soirée auprès d'électeurs de gauche dans le quartier général de la France Insoumise à Paris. C'est donc le RN qui arrive en tête de ces élections législatives avec 33% des voix suivies. Moi, de mes 18 ans, c'est la deuxième fois que je vote après les européennes. Ça fait bizarre en fait de voir le RN en tête quand on vote pour la première fois. Mais moi, voilà, j'ai espoir quand même encore et je suis déterminée. Aujourd'hui, on n'a qu'un seul sentiment, c'est celui d'une responsabilité face à l'histoire et de se dire que là, c'est le moment de s'engager, le moment de réagir et que le second tour n'est que dans une semaine et que tout peut encore arriver, mais qu'en fait, il y a juste une responsabilité collective mais aussi individuelle. Je dis, pensant que l'avenir reste ouvert et entre nos mains, je dis avec ferveur au nom de tous, vive la France, vive le peuple souverain, vive la République. Maintenant, je pense que le mot qui prédomine, c'est sursaut. Il y a une possibilité d'inverser ces tendances. On n'est pas si loin en termes de voix de l'extrême droite. Et surtout, la configuration politique et électorale est totalement inédite, totalement extraordinaire. Nous sommes en capacité de faire émerger le Front populaire dans les urnes et de faire en sorte qu'il ait une majorité relative ou absolue à l'Assemblée nationale. Il faut ouvrir des perspectives heureuses face au malheur qui est annoncé par l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir et à l'inquiétude que ça provoque. 67% de participation, c'est pas 75% de participation, c'est pas 80% de participation. Et notre travail à nous cette semaine, c'est d'aller chercher les électrices et les électeurs qui ne se sont pas déplacés ce soir pour faire en sorte qu'ils se déplacent dimanche prochain. La majorité absolue de nous Front populaire, ça paraît compliqué, il faut être sincère ce soir, mais franchement dans une élection, rien n'est jamais gagné ni perdu d'avance, alors on va se battre jusqu'au bout, on va pas baisser les yeux, on va pas baisser la tête, on va pas baisser les bras. On va aller chercher voix par voix. Chaque seconde est consacrée à battre l'extrême droite. Le Rassemblement National est en tête et en vrai sur la plupart des plateaux télé, il y a une question qui tourne en boucle, c'est le RN va-t-il obtenir la majorité absolue? Nous ici à Libé du coup dès le lendemain sur Twitch on refait une émission, un live stream en direct pour parler de ces résultats, pour analyser ces résultats. On avait notamment Léa Chamboncel qui était avec nous, journaliste politique, François Malocena, chroniqueur politique et conseiller parlementaire, et puis également Thomas Legrand, éditorialiste ici à Libération. On a analysé ces résultats, on s'est posé plein de questions, on a essayé d'anticiper un peu quels pouvaient être les prochains scénarios, et Léa Chamboncel, elle était justement assez optimiste et elle avait beaucoup d'espoir sur la suite et sur le second tour des élections législatives. Donc du coup j'ai eu les résultats en direct, j'étais sur France 24, mais la chaîne en anglais, et il faisait très froid dans le studio
où j'avais les pieds gelés, je précise, parce que vraiment c'était un peu une épreuve. Mais pas trop réchauffé. Non, pas des masses, clairement. Moi j'ai un peu passé la soirée déjà à être très prudente, parce qu'en plateau tout le monde disait bon bah ça veut dire que le Rassemblement national va être majoritaire, etc. et qu'on va se retrouver avec une cohabitation. Est-ce que vous imaginez un gouvernement Rassemblement national en France et tout? Mais j'étais là waouh, on va se détendre. En vrai, rien n'est plié, et j'ai passé en fait 1h30 à devoir répéter que rien n'était plié et que c'était vachement plus compliqué que ce qu'on imaginait. Ils ont passé leur temps quasiment à faire des projections en termes de sièges, justement. Et moi, je leur disais que ça n'avait pas de sens. Non. Et donc, cette question des désistements, elle a beaucoup fait parler dans l'entre-deux-tours. D'ailleurs, ici à Libération, on a publié à ce moment-là une carte interactive pour voir quels candidats se désistaient dans quelle circonscription. Et à Libération, à ce moment-là, il y a une interview qui fait beaucoup réagir, c'est celle de Marine Tondelier, d'ailleurs, qui est affichée en une de Libé. Bardella semble refuser de débattre avec vous, pourquoi ? Semble refuser, vous êtes sympa, parce que moi j'ai trouvé ça très officiel. Oui. Ce qui est sûr, c'est que je pense pas que Gabriel Attal voit un problème à ça, très sincèrement. Et il est manifeste que Jordan Bardella n'a pas envie. Alors, il y a plusieurs explications possibles, cumulables. Je pense ces gens ont quand même un problème avec l'altérité et l'adversité. C'est des gens qui restent dans des situations assez confortables, en fait, d'entre-soi, prennent pas de risques, jamais. Sûrement que je connais aussi leur méthode, puisque je vis dans une ville d'extrême droite depuis 10 ans et qu'il n'a pas forcément envie de se confronter à ça. Est-ce que je pourrais raconter, est-ce que je pourrais lui poser comme question sur le sujet ? Je pense qu'ils ont un problème avec l'écologie, parce que c'est pas juste l'inaction climatique du gouvernement, c'est le climato-scepticisme, donc on est quand même une étape d'après. Et puis, très manifestement, ils ont un problème avec les femmes. Ça n'a posé de problème à personne que jusqu'à présent, l'intégralité des débats des législatives ne se passe qu'entre hommes. Et lui qui se présente comme un féministe qui va aider les femmes, là, quand on passe des paroles aux actes, et là on est sur un cas très concret. Acceptez-vous qu'une fois dans toute la campagne, vous débattiez avec une femme? Il répond non. Quand sort cette interview, donc on est dans l'entre-deux-tours, tous les sondages donnent le Rassemblement national en tête à l'Assemblée nationale en termes de sièges, le Nouveau Populaire en deuxième position et le bloc Ensemble, donc le camp présidentiel, en troisième position. Tous les sondages vraiment dans l'entre-deux-tours donnent cet ordre-là. Le soir du second tour des élections législatives, nous, on se dit, on va continuer à faire comme on l'avait fait avant, on va aller vivre cette soirée électorale avec des militants, des sympathisants et des élus de gauche. Nouvelle assemblée, et ce n'est pas le tiercé qui était à C'est la surprise quand même, parce qu'on a vu des résultats affligeants au premier tour. On s'attendait pas à une victoire de la gauche, on a toujours les petits espoirs en nous. Après voilà, on est guidé par l'espoir d'un pays de gauche, d'un pays plus solidaire. Voilà, là c'est le bonheur, pour l'instant c'est ça. J'y croyais, mais au fond, j'étais un peu défaitiste. C'est pour ça que là, énorme surprise et que ça nous émeut tous. J'espère que ça a motivé les gens pour continuer à lutter, parce qu'on a vu que ça a marché en quelques semaines et que je pense que ça peut marcher jusqu'aux prochaines élections. Le président a le devoir d'appeler le nouveau Front populaire à gouverner. Nous avons la légitimité populaire pour le faire, la légitimité du peuple français. Toutes celles et ceux qui veulent appliquer le programme du nouveau Front populaire sont les bienvenus. Mais c'est pour faire ce programme, rien que pour le programme, mais tout le programme. Le macronisme a été le propulseur, si on peut dire, de l'extrême droite, et nous sommes aujourd'hui la digue, nous sommes le rempart à l'extrême droite. Donc c'est le programme du nouveau Front populaire qu'il faut mettre en œuvre pour éteindre l'incendie, pour réussir à juguler cette menace de l'extrême droite et changer tout bonnement la vie des gens. Nous avons une situation où nous sommes, la première force politique à l'Assemblée nationale. Et donc, nous allons nous concerter et exiger que le Premier ministre soit issu du nouveau Front populaire pour ensuite appliquer le programme des 100 jours sur lequel nous sommes toutes et tous engagés, le contrat de législature. Le Premier ministre ou la Première ministre, ça doit être quelqu'un de la France insoumise pour vous ?
c'est une logique républicaine. Dans le nouveau Front populaire, il y a plusieurs groupes. Il se trouve que le groupe qui a aujourd'hui le plus de députés à l'Assemblée nationale, c'est la France Insoumise, donc ce serait la logique. Une victoire de la gauche au soir du second tour des élections législatives, complètement inattendue, sauf que après la suite, du coup vous la connaissez, toujours pas aujourd'hui de Premier ministre issu du nouveau Front populaire, donc on en est toujours à se dire finalement la gauche a gagné lors du second tour des élections législatives, mais à quoi ça sert finalement puisque pas d'équipe gouvernementale issue du nouveau Front populaire.